bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de cet entretien, Sarah, pour ce premier roman très réussi. Donc, Rendez-vous à Colombo, qu'on voit derrière moi. Et c'est une rencontre, comme le disait Nathalie, qui est réjouissante à un double titre aussi, puisque c'est la première fois que nous sommes deux à l'animer. Donc, si vous voulez bien, on a pensé avec Pascal scinder l'entretien avec des questions qui vont se rapporter plus particulièrement à vous, puisqu'on vous connaît, on te connaît encore assez peu, et puis des questions davantage centrées sur le roman lui-même. Est-ce que ça te va? Ah oui, oui. Pardon. Oui, oui, tout à fait. Je Très suis bien. ravie aussi d'être là ce soir et de participer avec vous à cette rencontre. Donc, ça me va très bien. Super. Donc, ton livre est paru le début janvier et il a subi de plein fouet le confinement. Comment as-tu vécu cette sortie? Parce qu'un premier roman, c'est quelque chose, enfin, c'est toujours quelque chose, mais a fortiori pour un premier roman. Et comment ça a pu se passer pour celui-ci? Ben oui, c'est vrai que ça a été rapide le confinement après la sortie de mon roman. Il y a quelques rencontres qui ont été annulées, des festivals, des choses comme ça. Donc évidemment, j'étais très attristée. Mais j'étais tellement, je pense, sidérée par ce qui Mhm. se passait et je pense comme tout le monde, j'ai vécu un peu dans un état de prostration le début du confinement. Donc, ça nous dépassait en fait. Donc Mhm. bon, après l'attristement, je me suis rendu compte que bon bah c'était plus important que ça. Mais je suis ravie justement de participer à une rencontre virtuelle parce que bah, peut-être que c'est un peu ce nouveau monde qui se dessine et que on va de plus en plus euh, utiliser oui les méthodes virtuelles pour communiquer. Alors, c'est vrai que ça fonctionne pas mal, on l'a éprouvé, mais ça remplace pas, je pense, c'est assez complémentaire de vraies rencontres. Oui, non, ça c'est sûr, ça peut pas remplacer la chaleur qui est dégagée par une assemblée, ça c'est évident. Mais ça Alors, pallie un peu. c'est vrai, c'était réconfortant et c'est toujours un plaisir parce que ça nous donne l'occasion de donner la parole et de faire entendre des voix qu'on n'aurait pas pu entendre autrement. Donc, c'est vrai que ces rencontres, en tout cas d'un endroit où aller, sont un vrai plaisir, hein. Est-ce que tu pourrais, je suis désolée, on se tutoie, j'ai un peu Oui. mal ce soir. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce qui t'a conduite à l'écriture de ce roman? Euh, Ouais. Alors, d'où viens-tu? Qu'as-tu fait auparavant, avant d'écrire ce roman? avant d'écrire ce roman, j'ai fait des études de droit et bon, ça me plaisait pas trop le droit, mais assez rapidement, j'ai découvert le droit international et alors là, j'ai commencé à vraiment plus m'y intéresser. Parce qu'en fait, je pense que j'ai toujours eu une âme plus enfin le droit oui, bon, c'était pas forcément ça. Et mais finalement, j'y ai trouvé une vraie passion et j'ai exercé plusieurs métiers dans des tribunaux internationaux, ensuite Mhm. en association. Et là, donc j'ai travaillé pendant 5 ans en direct avec des publics migrants, de demandeurs Mhm. d'asile et de réfugiés. Et en fait, le livre, alors j'ai mis plusieurs années à l'écrire, mais assez rapidement, je crois que j'ai eu ce désir de l'écrire. Enfin, j'aime bien dire qu'il s'est imposé à moi et il, une sensation un peu étrange. C'est un petit peu comme il m'avait préexisté et que j'avais été son transmetteur. Mais D'accord, je comprends. il était essentiel pour moi. Il devait voir le jour et je pense que c'était parce que à partir de l'été 2015, on a commencé à beaucoup parler de crise migratoire, de Mhm. flux de réfugiés, voilà, c'est devenu une question qui occupait beaucoup les médias. Et enfin, je trouvais que la manière dont elle a été retranscrite, ce qui est normal aussi, hein, était assez impersonnelle. Et moi, j'avais envie de parler des petites choses, de parler enfin, des individus qu'il y a derrière tous ces flux migratoires, voilà, tous ces. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui rend le roman passionnant, j'ai trouvé. C'est précisément d'aborder cette thématique par le biais de ces histoires.
Donc, du coup, l'envie d'écrire est plutôt née de cette histoire que tu portais, davantage que de l'envie d'écrire petite qui te taraudait. Oui, alors j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai toujours D'accord. tenu des journaux, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et d'ailleurs, dans mes études de droit, tous mes professeurs à chaque fois saluaient mes qualités rédactionnelles. C'est pas forcément commun dans le droit d'aimer écrire, donc c'est C'est quelque vrai. chose qui m'a toujours plu. Mais j'avais pas pensé à forcément écrire un roman un jour. Ça, c'est vraiment devenu quelque chose de, comme je disais tout à l'heure, une espèce D'accord. d'urgence de le faire. Oui, ça s'est vraiment D'accord. imposé. Et alors, on voit derrière toi beaucoup de livres. Quelles sont tes influences? Quels sont les auteurs que tu aimes particulièrement? Alors, il y en a vraiment beaucoup. C'est très éclectique, mais si... Alors, ça a commencé de manière très classique avec Victor Hugo. Enfin, j'ai eu un cheminement assez assez commun. Oui, j'ai lu beaucoup de classiques. Alors, je suis venue, parce que comme ma connexion Internet chez moi est très mauvaise, je suis venue chez mes parents. Donc, c'est la bibliothèque de mes parents. Donc, c'est l'endroit dans lequel j'ai grandi. Ben, on Donc, comprend pourquoi tu écris aussi. C'est un j'ai environnement oui, propice. j'ai farfouillé dans les bibliothèques. Donc, voilà, j'ai lu tout le classique. Après, j'ai grande passion pour Duras, Romain Gary, enfin vraiment plein de choses très différentes en fait. J'aime tout à partir du moment dès les premières pages, je suis happée. Alors c'est drôle parce que je pense que ce qui m'importe le plus quand je lis, c'est l'écriture plus que l'histoire que je vais lire. Ouais, c'est une C'est question qui est l'univers toujours dans très lequel, intéressante. ouais, l'univers vraiment des mots dans lequel je rentre. Ça se sent aussi en te lisant, parce qu'il y a, au-delà de l'histoire, il y a un vrai style qui est très percutant, en tout cas pour cette histoire-là, qui l'apporte vraiment. Euh, je je m'interrogeais aussi sur la manière dont tu avais pu être publié. Est-ce que tu as rédigé complètement ce manuscrit que tu portais, qui était très important, et puis tu l'as envoyé à plein d'éditeurs? Comment ça s'est passé? Non, je l'ai envoyé à un seul éditeur en premier. D'accord. Par l'intermédiaire de personnes que je connaissais et en fait je voulais pas je sais pas pourquoi l'envoyer en même temps à beaucoup de monde. J'avais envie d'avoir un premier avis et voilà, j'ai rencontré Isabelle Gallimard quelques semaines après lui avoir envoyé. On en a discuté, j'ai retravaillé certains passages, certaines choses et puis on s'est Génial. lancé dedans. Mm. D'accord. Et comment, quel a été ton sentiment justement sur ce travail avec un éditeur? Est-ce que c'était quelque chose qui t'a plu, qui t'a enrichi? Ou au contraire, est-ce que tu as trouvé, enfin pas forcément au contraire d'ailleurs, mais est-ce que c'était difficile de reprendre des passages pour peut-être répondre à certaines normes? Non, j'ai vraiment adoré ça parce que en fait, c'était mon premier roman, donc je savais pas trop ce que Mhm. je faisais. Je l'ai écrit. Enfin, la construction est venue assez rapidement dans ma tête, donc voilà, j'ai suivi ce mouvement qui me venait assez naturellement. Mais je me sentais quand même très seule dans ce travail et j'avais aucune idée de si ça se tenait ou pas. Donc j'ai beaucoup aimé ensuite avoir quelques conseils. Enfin, ça a été vraiment pour moi quelque chose de très agréable parce que je suis une personne sociable. J'ai toujours aimé travailler en équipe. Enfin, donc non, pour moi ça a pas du tout été quelque chose que j'ai mal vécu. On entend parfois ça peut être difficile, je pense pour certains auteurs qu'on leur voilà, notamment par exemple si on nous demande de le raccourcir un petit peu Oui, ou ce qui a été mon cas. Mais en fait toutes les modifications que j'ai pu faire rendaient mon roman encore plus beau, quoi. Donc non, c'est j'étais plus vraiment heureuse pertinent. de ce travail. Ouais. Donc, tu as beaucoup appris. Et est-ce que c'est quelque chose du coup que tu aimerais renouveler, ce Ah oui, travail d'écriture? ah oui, oui, beaucoup. Après, c'est vrai que pour le moment, je commence à réfléchir à un deuxième roman. J'ai encore un peu de mal à me plonger dans quelque chose de nouveau parce que celui-ci est encore assez présent. Oui. Donc je pense que j'ai besoin d'aller au bout voilà, de celui-ci pour ensuite tourner la page et pouvoir me plonger dans un nouveau.
de nouvelles choses. Bah oui, on comprend que l'histoire, en tout cas, que tu portais est assez personnelle. Et bien souvent, les premiers romans sont pas mal empreints d'autofiction. Dans quelle mesure c'est le cas pour le tien? Alors oui, c'est le cas. Il y a beaucoup de choses inspirées de ma vie, de ce que j'ai vécu, à la fois de ma vie personnelle et des personnes que j'ai pu rencontrer Mhm. dans le cadre de mon travail. Après, j'aime bien jouer avec la réalité et la transformer. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais c'est pas forcément les bonnes personnes qui les ont dites ou c'est transformé à partir d'une. Il y a toujours une petite graine de vérité qui ensuite, est au gré de l'imagination et transformée. Très bien. Avant qu'on entre dans le livre, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la couverture de ce livre qu'on voit derrière moi, qui est assez poétique, je trouve, et très esthétique. Est-ce que tu as pu participer à son choix? Merci Pascal. Alors oui, on m'a proposé plusieurs maquettes et c'est celle-ci que j'ai choisie. Je crois que c'était la préférée aussi d'Isabelle Gallimard. Elle me plaît beaucoup en fait parce que on a une jeune femme de dos qui regarde la mer. On ne sait pas trop ce qu'elle regarde et enfin pour moi, elle regarde de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Et donc là, c'est de l'autre côté de la mer, du monde, mais c'est aussi de l'autre côté des gens. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de voilà, c'est un regard sur l'horizon et ça me plaît beaucoup. Sur l'horizon et sur l'avenir. Alors c'est peut-être le moment Oui. de passer au roman, Pascal. Bonsoir à tous. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Alors, moi, c'est une première aussi pour moi parce que je suis depuis un certain temps les rencontres d'un endroit où aller. On en a parlé au départ, qui est une idée vraiment magique. C'est une magie. Je pense que c'est quelque chose qui durera puisque ça permet à des libraires de rencontrer des auteurs de façon plus simple, peut-être que les auteurs se déplacent dans un certain nombre de librairies. Ça sera bien qu'à l'avenir, les deux puissent se compléter, on va dire. Les rencontres en librairie directement avec et aussi en ligne parce que ça fait un bon complément pour pas mal de libraires et puis pas mal de lecteurs. Donc je suis vraiment ravie, Sarah. J'ai beaucoup aimé ton livre. J'ai vraiment accroché sur ce qui me semble être le cœur du sujet, mais on y reviendra juste après. Alors, j'ai préparé quelques questions, sachant que j'ai à cœur qu'on fasse attention de ne pas trop dévoiler l'intrigue de ce roman, parce que il y a pas mal de choses qu'on sait dès le début, dont on va pouvoir parler, mais on ne sait pas tout et c'est important de préserver cette intrigue pour le lecteur. En fait, ton roman commence par la fin, c'est-à-dire que tout d'emblée, on rencontre. Donc le roman parle de Nina, qui est une jeune femme de 30 ans. Et d'emblée, on la découvre dans un moment de sa vie qui apparemment a l'air clé et essentiel. Elle est dans un avion et elle se demande encore pourquoi elle y est. Donc ça, c'est le début du roman. Est-ce qu'il y avait une raison précise pour laquelle tu as démarré cette intrigue de cette façon, Sarah? Alors en fait, alors ça, on le découvre au fur et à mesure en lisant le livre, mais donc, cette jeune femme, elle est très perdue quand même hein, dans sa vie. Euh, c'est une période très difficile pour elle et elle fait là je peux le dire parce que c'est les premières pages. Elle fait une espèce d'acting out. Elle part à l'autre bout du monde retrouver un homme qu'elle connaît pas, qu'elle connaît à peine. Et c'est là qu'elle prend conscience de la folie un peu de cette action. Et donc, c'est comme si elle se réveillait et elle s'interroge, comment est-ce que je me retrouve ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je fasse quelque chose d'aussi fou?
Et donc, elle repart, elle refait le cheminement pour essayer de comprendre. Et donc, j'avais envie, voilà, que cette espèce de, c'est ce que je dis dans les premières lignes, c'est elle a un électrochoc, elle se réveille. Et j'avais envie qu'on parte du réveil pour pouvoir retourner sur tout ce qui avait pu se passer avant pour la conduire jusqu'ici. Que le lecteur connaisse en fait ce qui va suivre, les événements que l'on suit tout le long de l'histoire, puisque donc après cette première rencontre avec Nina dans cet avion, euh, on, on va en fait découvrir que c'est une jeune femme qui travaille dans une association et s'occupe de réfugiés. Donc c'est son travail qui est bon, qui fait une grande partie de sa vie. Elle s'occupe de réfugiés et elle écrit pour eux. En fait, elle les aide à décrire et à écrire leurs demandes d'asile auprès des tribunaux. Alors souvent en recours. Euh, Par ailleurs, en fait, à ce moment précis du début de l'histoire, on découvre bon qu'elle a un amour, un grand amour, hein, avec qui elle vit depuis 10 ans, plus de 10 ans, et on perçoit bien que c'est un vraiment grand amour. Mais en fait, cette histoire est sur la fin et cet amour la quitte. Et par ailleurs, elle a son père qui apprend qu'il a une grave maladie. Donc, elle se retrouve en fait confrontée à ces événements difficiles. Et ce que j'ai perçu dans des sujets de ton livre, et tu vas nous en parler et peut-être me dire que je me trompe complètement, mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est justement la juxtaposition de sa vie, de ce qui fait sa vie, de ce qui fait ses soucis, petits ou grands, et de la vie de tous ces réfugiés qu'elle rencontre, qu'elle voit quasiment au quotidien. Et la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai le droit d'être malheureuse? Quelle est la légitimité des émotions que je vis face aux gens que je vois tous les jours? Alors, est-ce que c'est le sujet principal de ton roman? Et si oui, pourquoi? Alors, oui, je pense que c'est une question centrale dans mon roman et c'est une question d'ailleurs à laquelle j'ai pas forcément trouvé de réponse. Mais oui, est-ce qu'on a le droit de souffrir? Alors bon, c'est un peu bizarre de dire est-ce qu'on a le droit de souffrir parce que quand on souffre. Hein. Mais comment est-ce qu'on vit avec cette souffrance quand tous les jours on côtoie des souffrances bien plus graves que les nôtres? Et ça a été vraiment quelque chose où en fait, parce que moi, je me suis souvent sentie coupable de souffrir quand mon quotidien, c'était d'entendre des histoires aussi tragiques. Et en fait, alors, j'ai pas vraiment de réponse, mais peut-être un petit début de réponse avec un passage qu'on voit avec une réfugiée qui s'appelle Nour, qui se lie d'amitié avec Nina et qui voit bien qu'elle va très mal et qui se soucie beaucoup d'elle et qui veut l'aider en fait. Et donc la personne qui a vécu bien pire, la situation se retourne, elle a envie de l'aider et elle va même jusqu'à aller lui acheter à manger parce qu'elle trouve que cette jeune femme qu'elle a en face d'elle n'a pas l'air de manger beaucoup. Et donc ça, c'est peut-être un début de réponse, c'est-à-dire que les personnes euh, qui sont victimes de ces grandes souffrances ne semblent pas minimiser les souffrances moins graves que nous considérons comme moins graves. Donc voilà, mais c'est pas une réponse ferme et définitive. Hein. Euh, mais oui, c'est très perturbant Alors, alors oui, effectivement, le livre apporte pas de réponse, mais effectivement, comme tu le dis, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Mais c'est par contre une vraie question parce que je crois que, je sais pas, mais
je pense que tout le monde, un jour ou l'autre, pas forcément tous les jours, se pose cette question-là. Peut-être aussi justement pendant cette période que l'on a vécue, je trouve que ça résonne pas mal avec ce que l'on vient de vivre, c'est-à-dire où chacun chez soi, on savait que tout le monde ne vivait pas la même chose, que certains c'était plus compliqué pour des raisons pratiques, d'autres pour des raisons vitales. Enfin, on s'est trouvé confronté à cette question en fait dans cette période. Et du coup, je trouve que cette histoire vraiment résonne en ça. Et alors, j'avais envie de te poser aussi la question de tous ces personnages en fait qui croisent la vie de Nina. Sorab, Zied, Germude, Nour, Issa, et j'en passe beaucoup. Donc, qui sont au cœur de scènes parfois cocasses, hein, même si il y a des scènes et des souvenirs de leur vie très difficiles. Il y a des scènes assez cocasses aussi. Comment as-tu travaillé ces personnages et la façon dont ils rencontrent Nina? Alors, je me suis inspirée de personnages réels, hein, donc j'ai transformé beaucoup de choses, mais il y a quand même beaucoup de personnages que je peux visualiser quand même, hein. En fait, je voulais pas que ce soit un livre déprimant. Je voulais pouvoir parler de choses douloureuses et difficiles de manière pas légère, mais de manière vivante. Et parce que c'est comme ça que j'ai vécu aussi ce travail, parce que aussi dur soit-il, il y a quelque chose de très gai en fait qui se passe dans ces rencontres. Et il y a des relations qui se nouent très vite, très fort, parce que ces personnes-là, elles nous livrent absolument tout ce qu'elles ont à livrer, les choses les plus intimes, peut-être qu'elles n'ont jamais raconté à personne. Donc forcément, il y a une relation qui se crée très vite. Et il y a beaucoup de choses drôles qui se passent tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des incompréhensions culturelles, enfin, des petites choses de langage. Et, et donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de donner une image d'eux aussi joyeuse parce que évidemment, et je pense pas du tout minimiser dans mon roman la dureté de leur situation à la fois dans leur pays et aussi ici quand elles arrivent en France. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir chez ces personnes. Et j'avais envie de le dire. J'avais envie qu'on le sache. Beaucoup d'espoir et de résilience. Pardon? Pardon, ce que tu viens de décrire est vraiment très réussi, effectivement, puisque, comme je disais, ces personnages, les scènes que, pas toutes, mais certaines sont plus difficiles, mais il y a beaucoup d'humanité et effectivement, c'est parfois cocasse. Alors, autre chose, dans le personnage de Nina, il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est l'écriture, puisqu'en fait son rôle euh, auprès de ces personnes, au-delà de l'écoute qu'elle leur apporte, et son rôle est d'écrire ce qu'ils ont vécu. Alors parfois avec difficulté, puisque ils ne souhaitent pas forcément revenir, même s'ils savent que c'est nécessaire à leur demande, ils n'ont pas forcément la volonté de revenir dans ces souvenirs douloureux. Donc elle les aide à le faire et son rôle à elle est d'écrire en fait leur histoire. Est-ce que est-ce qu'il y aurait un parallèle qu'on pourrait faire entre l'écriture d'un roman euh, pour toi et ce travail que Nina fait dans ton roman? Oui, je pense tout à fait on peut faire un parallèle. Nina, c'est la messagère quelque part. C'est elle qui fait le lien entre eux et l'administration et elle est
le réceptacle de tous ces récits. Évidemment, elle les aide, enfin voilà, elle les accueille du mieux qu'elle peut. Parce que, comme tu l'as dit, c'est parfois difficile de parler de ces choses-là, donc il faut parfois insister. Enfin, c'est un peu compliqué aussi. Et en fait, c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu écrire ce roman, c'est parce que j'entendais toutes ces histoires et je voulais pas les garder pour moi. J'avais envie de les transmettre, pas seulement à l'administration, mais de manière plus large. J'avais envie de moi, j'ai toujours, la vie des gens, je sais pas, c'est quelque chose qui me passionne en fait. Donc, je suis capable de passer 10 minutes avec un inconnu dans la rue à écouter sa vie parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus passionnant dans la vie. Donc, j'ai toujours été comme ça. Et c'est vrai que là, bon, c'est probablement pour ça aussi que j'ai choisi ce travail, mais j'ai toujours aimé recevoir. Mais là, j'avais pas envie de garder. J'avais envie de prendre et de diffuser tous ces récits. Mais pas juste transposer des récits. J'avais envie de construire une histoire autour. Julie, est-ce que tu avais une question sur le roman peut-être? Bah oui, il y a pas mal de choses. Ce roman m'a fait beaucoup penser au film Samba. Est-ce que tu l'avais vu? Oui, je l'ai vu. Oui, oui, oui. Et je me suis dit, le personnage de Nina, à certains égards, me faisait penser à celui qu'interprète Charlotte Gainsbourg. Alors, c'est pas le même sujet, mais le contexte n'est pas très loin. Et je me demandais dans quelle mesure on pouvait dire que aider, ce que fait Nina ou ce que fait le personnage de Charlotte Gainsbourg, le fait d'aider des gens qui souffrent davantage, finalement, enfin peut-être pas davantage, mais qui souffrent de choses qui apparemment peuvent paraître plus graves, peuvent aider à aller mieux. Et cette aide qu'on apporte est si altruiste que ça? Alors ça, c'est une question très intéressante et je l'effleure dans mon roman. Mais oui, j'en parle souvent. C'est essentiel, je pense, de s'interroger sur les raisons pour lesquelles on choisit ce genre de travail. Et évidemment, même si la première raison, c'est qu'on a envie d'aider, qu'on a envie d'être utile, je pense qu'on s'aide aussi soi-même beaucoup. Peut-être qu'on a des choses chacun à réparer et quand on est dans l'autre, on se répare peut-être aussi un peu soi-même. Et c'est évident que d'apporter cette aide nous fait nous aussi aller mieux. Ça donne un sens plus profond et voilà, c'est ce qu'on appelle parfois la codépendance. Et voilà, l'idée qu'il n'y a pas d'aide complètement désintéressée. Si on le fait, c'est que quelque part, on en retire quelque chose aussi. Oui, je pense. Oui. Mais Oui, ça, on a parlé beaucoup de souffrance, hein, de la souffrance de Nina qu'on voit au début du livre assez perdue, mais c'est aussi un roman sur la reconstruction. Et cette reconstruction, elle passe par différentes voies et je voulais que tu nous en parles un petit peu. Qu'est-ce qui t'a semblé particulièrement important dans ce chemin de reconstruction qu'emprunte Nina? Le chemin de reconstruction qu'emprunte Nina, bah justement, je pense qu'elle se reconstruit en aidant ces personnes. Alors, en étant bien évidemment proche de sa famille et présente pour sa famille, ça c'est évident que ça participe à sa reconstruction. Mais c'est vraiment ce cheminement, c'est un peu, là on peut parler de résilience, en fait, elle fait preuve de résilience à mesure que les personnes qu'elle accompagne, eux aussi, se reconstruisent. En fait, c'est un peu en miroir pour des questions bien différentes, mais on retrouve la reconstruction de la même manière chez cette jeune femme et chez les personnes réfugiées qui ont vécu des drames terribles et qui, voilà, petit à petit, essaient de surmonter ce qu'ils ont vécu. Mhm. Alors, il y a autre chose dans le style que tu utilises qui est très intéressant, je trouve, c'est l'utilisation de la première personne du jeu, qui est
celles que les personnes emploient en racontant leur histoire, celles qu'utilise la narratrice aussi. Est-ce que c'est quelque chose… Et puis, le mélange des deux est souvent assez intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé pour toi lors de l'écriture? Est-ce que ça a été naturellement cette forme que tu as adoptée? Oui, alors ça, j'ai pas encore essayé d'écrire autrement qu'à la première personne, mais ça me vient extrêmement naturellement. Je me sens très proche, parce que même si j'ai inventé un personnage, je pense que j'aurais besoin de l'écrire à la première personne parce qu'en fait, ça me permet d'être dans sa tête, de ressentir ce que j'écris. Et c'est vrai que dans son travail, Nina, elle écrit je parce que quand elle écrit pour ces personnes, elle utilise la première personne. Et c'est vrai que ça c'est assez intéressant quand même comme phénomène. Mais quand on écrit je, ce que je disais, on ressent les choses un peu comme si on les vivait soi-même. Donc tous ces récits qu'on écrit à la première personne, au bout d'un moment, on sait plus bien. On sort du travail, on a écrit j'ai été emprisonnée, j'ai été torturée toute la journée. Enfin, oui, c'est un peu difficile de. Enfin voilà. Après, il faut réussir à laisser le travail quand on en sort, même si quand on fait ce genre de travail, c'est pas évident. Mais mais oui, ça prête à toute une confusion de personnalités qui s'entremêlent. Oui, mais c'est ce qui nous fait aussi nous sentir plus proches de l'héroïne, je pense, avec cette utilisation du jeu. Oui, moi j'avais vraiment envie qu'on soit dans sa tête, quoi. Et justement, comment tu parviens à mettre à distance ces histoires Est-ce que c'était l'écriture qui t'a permis de tenir toutes ces histoires un petit peu à distance et qu'elles ne rentrent pas trop ne deviennent pas trop ton histoire à toi? Oui, alors l'écriture, c'est évident que ça m'a énormément aidée. Et après, alors c'est compliqué. Alors, d'une certaine manière, on s'habitue un peu. Je pense que si on ne s'habitue pas, on ne peut pas faire ce travail. Donc, c'est comme ça. Il y a pas mal de personnes qui font ce travail-là quelques mois, voire un an, et qui arrêtent parce qu'elles ne supportent plus. Les personnes qui s'habituent continuent. Donc, forcément, on prend cette habitude de recevoir ces choses-là. Mais parfois on n'y arrive pas. Enfin, il y a des personnes qui vont nous toucher plus profondément que d'autres, où l'émotion va passer plus. Et là, bah ouais, c'est compliqué. On fait des cauchemars. Enfin, et je pense que si on a une vie personnelle très solide, ça va. Si c'est pas le cas, c'est compliqué. C'est un peu le cas de Nina où tout s'effondre et du coup, c'est compliqué. Alors, on l'a peu évoqué ce soir, mais pour moi, Rendez-vous à Colombo, c'est aussi un roman d'amour. Il y a une question qui sous-tend un peu tout le livre et que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que j'aime toujours autant mon amour? Ouais. Est-ce que pour toi, c'est aussi un roman d'amour? Alors oui, c'est l'histoire d'un amour qui se termine, d'un peut-être un autre qui commence. Mais c'est aussi l'histoire d'un amour qui… Enfin, il y a un moment où justement cet amour qui se termine, au moment de leur rupture, elle lui demande mais tu m'aimes plus? Et il lui répond bah si, je t'aimerais toute ma vie. Et en fait, alors ça pour moi, bon, je suis peut-être un peu trop romantique, mais je crois pas qu'on cesse d'aimer les gens. Je Parfois, on n'a plus envie d'être avec eux, on peut plus être avec eux, mais je crois pas que l'amour il puisse disparaître comme ça. S'il a existé un jour, c'est pas quelque chose qui disparaît. La nature des relations change, mais je pense pas à l'amour. Et donc voilà. Donc oui, il y a une continuité. Bah, il y a un remplaçant qui vient reprendre peut-être le rôle qu'avait cette personne-là, mais oui, l'amour il subsiste quand même. Et alors, si l'amour subsiste, il y a pour autant un dernier baiser. Est-ce que tu peux nous en parler de ce dernier baiser? Alors ça, c'est quelque chose qui me taraude beaucoup, la question du dernier baiser, parce que à moins de l'avoir programmé, la plupart du temps, on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu, on ne sait pas que c'est le dernier baiser. Et
D'ailleurs, peut-être que maintenant, je vais faire plus attention à ça et trouver des solutions pour que tous les baisers soient suffisamment beaux pour que si jamais ce soit le dernier, il reste On se transmet. dans les mémoires. Mais oui, c'est terrible ça. C'est-à-dire que on a embrassé quelqu'un comme ça sans faire attention et puis on savait pas que c'était le dernier baiser. Et c'est là-dessus qu'on reste. Ce qui nous reste, c'est la clôture de cet amour, c'est ce petit baiser sans y réfléchir. Et oui, je trouve ça un peu triste de terminer une grande histoire d'amour par un petit baiser minable, comme Mais en je tout le cas, qualifie. tu en parles très très bien et ton livre est plein de pépites, de tournures magnifiques. Alors on revoit Nathalie. Merci. Et, Oui, et juste, moi aussi, pour dire un dernier mot, ce livre est vraiment plein d'espoir, je trouve, plein d'espoir dans l'humanité de chacun et dans la vie. Vraiment, Bah, très merci. jolie, très belle histoire. alors mesdames, si vous le voulez bien, avant de passer aux questions, on va avoir une petite lecture d'un extrait du livre de Sarah. J'ai rendez-vous à Colombo, demain matin, 6h, 20h locale, dans le hall de l'aéroport, devant le bureau de change. L'hôtesse mime les consignes de sécurité, un peu de rouge à lèvres s'est collé sur sa dent, le bruit des moteurs assourdit la cabine, l'aération ne fonctionne pas. Des passagers se plaignent et tout à coup, un courant violent dans mon corps, électrochoc. Qu'est-ce que je fais là, dans cet avion? Je suis devenue complètement folle ou quoi? Je pars à l'autre bout du monde retrouver un homme que je ne connais pas. J'émerge enfin, comme si j'avais passé ces derniers mois dans un sommeil diffus. Étais-je encore vivante? Est-on vraiment vivant quand on ne ressent plus rien? Je respirais, mon corps fonctionnait, mais dans ma tête plus rien. Le grand vide, tout était brouillard, fumée, plus de petites voix, plus de chansons, ni de soleil, rien du tout. Une coquille, vide. Je déteste cette expression absurde. Les gens disent parfois n'importe quoi. On ne peut pas juste être une coquille. Pourtant si. J'étais comme ces pauvres petits escargots que je rapportais de la campagne enfant. Je les mettais dans des boîtes en fer, je les oubliais dans un coin de ma chambre, à Paris, et des semaines plus tard, je retrouvais seulement des coquilles vides. Plus aucune trace du vivant. Il s'était entièrement dissous. Et moi aussi, je me suis dissoute. J'ai disparu. Je suis un corps qui déambule, en pilotage automatique. Je sais à peu près ce que je dois faire de mes journées, mais comment j'y arrive, je ne sais pas trop. Le réveil sonne. Mon corps connaît la musique, se lever, se doucher, s'habiller, prendre le métro, aller au travail, sourire, regarder les gens dans les yeux. Se rendent-ils compte qu'ils ont un fantôme devant eux? Ils ont certainement compris que quelque chose ne tournait pas rond au début, quand j'avais les yeux tout rougis, tout gonflés, et que je disparaissais sans cesse pour aller pleurer aux toilettes. Mais depuis que la vie a quitté mon corps, que voient-ils? Autour de moi, des amis, des familles, des couples très amoureux. C'est la première fois que je voyage si loin, toute seule. Comment ai-je fait pour me retrouver là aujourd'hui? Quel a été le moment décisif? Je cherche, et je trouve, je les touche, ces secondes où ma vie a déraillé. Merci Frédéric pour cette belle lecture. Je reviens te faire un petit coucou. Ah. Voilà, je voulais pas revenir parce que je trouvais que on écoute la voix, voilà. Mais je suis très heureuse de. En fait, j'avais beaucoup d'émotions parce que j'avais peur de mal lire, parce que j'aime tellement ce livre, qui est vraiment pas un livre triste, qui est vraiment un livre qui nous interpelle parce que toutes ces personnes dont tu parles, on les croise aussi. On les croise dehors, on les croise à côté des tentes, on fait semblant de ne pas les voir aussi. Et donc, tu leur donnes une histoire, tu leur donnes un visage. Est-ce que nous aussi, quand on fait semblant de ne pas les voir, on se demande si peut-être
on a le droit d'avoir nos vies et puis qui ne nous dérangent pas, surtout, même s'ils sont là, même s'ils ont débarqué, même s'ils ont des vies catastrophiques. Et je pense que ça n'a pas dû être simple. Là, je projette ce qui est la difficulté de l'écriture. Je pense que tu as dédié le livre à ton père et à ta mère. C'est au début du bouquin, donc ce n'est pas un secret. Ta mère est écrivain, romancière, ce n'est pas un secret non plus. Est-ce que c'est difficile d'écrire son premier roman en pensant à cette mère que probablement tu voulais aussi séduire avec ce livre parce que c'est ton premier? Alors en fait, c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais pensé que j'allais écrire moi-même. C'est que pour moi, ma mère est écrivain, voilà, c'est son truc et qu'il fallait que je trouve ma voie à moi. Et en fait, donc j'ai essayé tout plein de choses. J'ai essayé de peindre, j'ai voulu faire du théâtre. Enfin, j'ai essayé toutes sortes de... Oui, et puis mon père est comédien, donc j'ai essayé toutes sortes de choses. Et puis finalement, c'était l'écriture. Et, et alors, ma mère, elle me dit parfois, enfin, elle m'a souvent dit, tu sais, un jour, tu vas écrire. Et alors, bon, moi, j'y croyais pas trop. Et quand j'ai commencé à lui en parler, évidemment, elle m'a encouragée. Et je pense que c'était effectivement la lectrice que je redoutais le plus. Et en fait, elle m'a tout de suite encouragée. Elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment donné un peu confiance en moi. Elle m'a dit, tu as ta voix. Et, et donc, elle m'a vraiment poussée. Il y avait des moments où je me décourageais. Et oui, elle me rappelait. Elle me dit, mais t'en es où? Finis ton livre. Donc, non, ça a été un grand plaisir de partager ça avec elle. Et ça a été ma première lectrice. Et ça nous a énormément rapprochés. Et c'est une très belle relation qu'on a toutes les deux justement autour de ça et je comprends, il y a beaucoup de choses d'elle que je comprends mieux aussi maintenant que moi aussi j'ai écrit mon premier roman, je la vois différemment. Enfin, c'est sûr que quand on passe dedans, on comprend plus de choses sur cette activité absolument schizophrène. Je vais rendre la parole à Nathalie qui va te poser toutes les questions des participants. J'en ai vu passer quelques-unes, c'est super. Au revoir. Merci. J'ai d'abord des messages à faire passer. Alors, je ne voudrais pas écorcher, mais je lis Breu. Alors, je ne sais pas. Bonsoir Pascal, merci Frédéric. Chouette moment de partage. Merci Sarah et Julie. Ce n'est pas facile de formuler son ressenti à la lecture d'un livre, mais vous parvenez à nous transmettre l'envie de le lire. Ça, c'était le premier message. Après, il y a des questions. La première question, alors pareil, je n'ai pas le prénom, mais je pense que c'est Valérie Cavaillé. Pourquoi un roman court, Sarah ? Pourquoi un roman court alors, je l'ai un peu raccourci. Il était un peu plus long au départ. On m'a conseillé de le raccourcir. Mais parce qu'en fait, c'est des sujets, je pense, tellement prenants que on se serait peut-être un peu perdu dedans s'il avait été plus long. Là, c'est un peu comme un condensé de choses essentielles. Et ça aurait été trop lourd si ça avait été plus long, je pense. Parfait. Arnaud a une question. Cette histoire étant un peu autobiographique, est-ce que le suivant suivra la même voie ou as-tu envie d'aller vers une fiction totale ? Alors, j'ai pas encore envie d'aller vers une fiction totale. Je pense qu'il sera moins autobiographique probablement le deuxième que celui-ci. Mais non, je vais garder quand même un petit quelque chose de moi dans le deuxième aussi. Mais j'y viendrai peut-être après. Mais ça te fait peur la fiction ou pas du tout? Ou c'est parce que Non, c'est ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur du tout. Mais en fait, j'adore ce que je disais tout à l'heure. J'adore avoir une petite graine de réalité et de construire autour de ça. J'aime partir de quelque chose d'existant et ensuite de le transformer. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc, tant que j'aime le faire, je crois que je vais continuer. C'est parfait. Alors, Nicole, elle a une question et un petit message. Déjà, le message, c'est que vos paroles vont droit au cœur
Vous êtes une magnifique personne. Donc ça, c'est le message. C'est gentil. Et la question. Sarah n'est-elle pas tentée de maintenir des liens et des contacts avec les intervenants? Alors, les intervenants, les personnages de mon livre, d'accord. Les personnages. Alors, si, bien sûr qu'elle est tentée de, de garder des contacts. J'en ai gardé quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns qui sont dans ce roman d'ailleurs, enfin, un peu transformés, hein, mais des personnes qui m'ont inspirée pour certains personnages. J'ai gardé quelques contacts après. C'est très, j'essaye de les limiter le plus possible. En fait, j'ai gardé un contact parce que je ne pouvais pas supporter de perdre de vue complètement ces personnes-là, parce qu'en fait, elles ont quand même compté énormément pour moi et j'y pense encore beaucoup. Mais je veux pas non plus tomber dans je peux pas non plus les faire entrer dans ma vie et qu'elles deviennent des amies ou des choses comme ça. Enfin, c'est pas possible non plus. Donc voilà, c'est un petit message tous les 6 mois pour se dire qu'on va bien, mais ça me fait plaisir d'avoir gardé ça, mais je veux pas tomber dans Alors, je vais rebondir là-dessus. Est-ce qu'elles ont lu votre livre, ces personnes? Non, je pense pas. Et vous avez envie de leur faire lire ou pas du tout? Alors, il y en a une à qui j'aimerais le faire lire, oui. Mais je lui ai pas encore proposé, mais peut-être que je le ferai. Alors, une question d'Olympe. Est-ce difficile, soudain, de s'interroger sur ce qu'on n'avait pas perçu en travaillant au cœur de ce sujet? Et qu'as-tu découvert sur cette activité en écrivant le roman? Sur mon activité professionnelle, oui, j'ai pris beaucoup de recul et je pense que je l'ai intellectualisé beaucoup plus. Ce que j'ai découvert, je pense, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Julie, c'est cette interrogation en tout cas que j'ai eue d'essayer de comprendre pourquoi j'avais décidé de m'engager dans cette voie-là. Donc ça c'est quelque chose que le roman m'a beaucoup aidé à faire. Et puis prendre de la distance aussi, ce qui a quelque chose d'assez fantastique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en écrivant ce livre, c'est que au fur et à mesure que je l'écrivais, je me dépossédais complètement de cette histoire. Je me suis inspirée de ma vie, mais une fois que c'était écrit, c'était plus mon histoire, c'était une histoire. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée aussi pour tenir à distance à la fois ma vie personnelle et la vie de ces personnes-là dont j'étais un peu dépositaire. Alors, je crois qu'il y a toujours Valérie Cavaillé qui a une question. Quel livre a changé votre vie de lectrice et peut-être d'auteur? Alors, quel livre a changé? Je pense que c'est Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Je l'ai lu assez jeune, mais ça m'a... c'est là, en fait, que ce que je disais au début de cette rencontre, que j'aime, quand je lis, j'aime surtout lire une écriture au-delà d'une histoire. Et c'est grâce à Marguerite Duras, je pense, que j'ai pris conscience de ça. C'est un voyage dans les mots qui est formidable. Et chaque phrase, chaque virgule me transporte. Donc, je pense que, ouais, je dirais que c'est ça. Parfait. On dit que le droit mène à tout. Nous, on est ravis que le droit vous ait mené finalement à l'écriture parce que vraiment, le roman est magnifique. Donc, on espère que vous allez rester longtemps encore là et que vous n'allez pas repartir en arrière. D'ailleurs, est-ce que votre travail a été aussi un peu un travail de juriste? Mon travail littéraire? Ouais, dans les recherches que vous avez faites pour vos romans. Alors, je pense que, sans m'en rendre compte, probablement, parce que je pense que j'ai quand même, voilà, en plus, je les ai prolongées, mes études. Hein. Je ne me suis pas arrêtée quand il fallait, j'ai continué. J'avais même commencé une thèse que je n'ai pas terminée finalement, mais ça façonne quand même un mode de pensée. Donc je pense que oui, j'ai peut-être c'est-à-dire on est très logique hein, quand on est juriste. Donc, c'est presque mathématique, hein, le droit. Donc oui, il y a peut-être... en tout cas, ça m'aide à synthétiser, à oui, trouver de la logique dans ce que je veux dire. Donc oui, il y a peut-être un petit côté juriste dans la construction de mon roman. Est-ce que vous auriez un conseil de lecture à faire aux lecteurs qui vous écoutent depuis tout à l'heure? Un livre qui vous a marqué ou un livre que vous avez lu récemment ou ce que vous voulez. C'est un livre que j'ai lu récemment
et que j'adore. C'est un livre de Lucia Berling qui s'appelle Manuel à l'usage des femmes de ménage. En fait, c'est un recueil de nouvelles. Donc, c'est traduit de l'américain et c'est formidable. Alors, déjà, moi, j'aime beaucoup les nouvelles d'une manière générale, mais alors là, chaque nouvelle est un petit bijou, en fait. Elle arrive à parler. Alors, je ne vais pas prétendre, je ne vais pas me comparer à elle, mais je retrouve quelque chose que j'essaye de faire aussi, qui est de parler de choses très graves et très tragiques de manière souvent drôle, sensible, un peu voilà, poétique. Enfin, ça me transporte beaucoup. Elle a vécu des tas de vies différentes, exercé plein de métiers différents. Elle a été infirmière, professeure, femme de ménage. Elle est aussi très alcoolique. Et elle parle voilà, aussi bien de ces choses-là que de cure de désintoxication. Enfin, elle utilise plein de petits événements de sa vie pour en faire, je vous dis, un petit bijou à chaque nouvelle. Donc, je conseille. Alors, moi, je l'ai en livre de poche. Oui. C'est chez qui? Alors, je suis plus sûre. Je suis désolée. Là, je sèche sur cette question. On va chercher. On va chercher. Julie, un conseil lecture. Alors moi, c'est un poche aussi d'une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'autre de Sylvie Le Bihan. Alors, c'est pas son dernier livre, mais c'est le poche que j'avais, sinon j'ai pas les poches. Elle raconte dans ce livre, alors pareil, dans un style très travaillé, elle raconte l'histoire de destin de femmes qui se retrouvent liées par le 11 septembre, des destins de femmes un peu cabossées par la vie. Et c'est très bien emmené. Voilà. Pascal, notre libraire de choc. Alors moi j'ai choisi, alors je le présente, voilà. J'ai choisi un livre de la collection Folio. D'ailleurs, j'en profite parce que en fait samedi c'était la fête des librairies indépendantes et on offrait donc il y a environ 450 librairies qui participent et on offrait un livre qui est un éphéméride il y avait que des titres de la collection Folio. Mais là, celui-ci, en fait, pourquoi je l'ai choisi, c'est parce que, donc, en tant que libraire, la librairie participe au prix Folio des libraires. Donc, c'est un prix qui a lieu, c'est la 3e année, je crois. Il y a 10 livres sélectionnés. Et là, le gagnant, on ne le connaît pas pour l'instant, parce que tous les libraires, je crois que ça va pas tarder d'ailleurs. Par contre, celui-ci, c'est celui pour lequel, à Petite Histoire entre amis, on a voté. Donc, Washington Black. Je ne sais pas si on voit bien, il y a un reflet. Ouais, là c'est bon. Ouais. Voilà, donc c'est un grand roman d'aventure. Je trouvais que après un confinement un peu long et un déconfinement, qui prend son temps, c'est normal. Un grand roman d'aventure, donc qui se passe à la Barbade en 1830, enfin qui commence à ce moment-là, dans une plantation. Donc c'est un jeune garçon, 11 ans, qui s'appelle Washington Black, qui est chargé par le patron de la plantation d'assister le frère du patron de la plantation dans ces grands délires scientifiques de construction de ballons dirigeables. Et donc, ils vont se retrouver à partir en ballon un peu partout dans le monde. Donc, c'était une grande aventure vraiment prenante, intéressante parce qu'elle aborde plein de sujets du 19e, l'esclavage, le racisme, la médecine, les sciences à cette époque, et avec une réflexion sur la nature humaine vraiment intéressante. Avant de se quitter, il y a un dernier message qui vient d'arriver qui s'adresse à Sarah et à Pascal. C'est de Dominique. Cet échange et ce partage d'émotions des intervenants à propos de votre livre m'a beaucoup touché et m'a donné envie de le lire. Un bonjour particulier à Pascal, ma libraire. Voilà, donc c'était le dernier message de Dominique. Voilà. En tout cas, moi, je voudrais dire aux lecteurs qui nous ont écoutés qu'il faut absolument aller en librairie, que ce soit chez Pascal à Chenlières-sur-Marne ou
À Genève aussi, il y a beaucoup de librairies à Genève et dans toute la France. Achetez le roman de Sarah Malart qui s'appelle Rendez-vous à Colombo, qui est sorti aux éditions Mercure de France. Avant de vous laisser la parole pour le mot de la fin, je voudrais dire que demain, nous serons là à 19 h avec Pierre Rofast qui a sorti Le Cerbère Blanc aux éditions Stock. Mesdames, je voudrais vraiment vous remercier pour cette co-animation. C'était une grande première. Merci d'avoir essuyé les plâtres. Je sais que ce n'était pas évident à faire. Merci Sarah d'avoir été avec nous, de nous avoir aussi bien parlé de ton roman, ton premier roman. En plus, c'était pas facile. Un premier roman en confinement et sur un sujet qui est assez compliqué. Mais en tout cas, belle vie à ton roman. J'espère que les gens Merci vont beaucoup. et on attend avec impatience le prochain dans un petit peu de temps. Donc, je vous laisse la parole, mesdames. Je vous débrouillez pour l'apprendre. Et voilà. En tout cas, je vous dis merci. Et peut-être un merci aussi. Merci Sarah pour ce joli roman. Bravo. Bonne continuation. On attend la suite, comme dit Nathalie, et à très bientôt. Merci à vous toutes. Hein. Ah, pardon. Non, On parle en même temps. Merci à vous toutes. Je suis vraiment ravie d'avoir participé à cette rencontre avec vous. Et voilà, je deviens un peu timide quand il s'agit de remercier et de dire au revoir, mais vraiment, ça m'a beaucoup, tout ce que vous avez dit sur mon roman m'a vraiment beaucoup touchée. Donc, merci beaucoup. Pascal, le mot de la fin. Merci aussi. Merci à Frédéric pour ton accueil dans l'endroit où aller. Merci Nathalie pour toute cette organisation et la façon dont tu nous as facilité cet échange. Merci Julie pour cette co-animation et merci Sarah. J'espère que ce livre trouvera beaucoup de lecteurs parce que c'est un soleil. Tu es un soleil. Merci beaucoup.